Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination pour ce dernier épisode de cette première partie de cette campagne. Nous sommes toujours avec Eric, Olin et Whirlwind et le décor a un petit peu changé. Vous êtes donc tous les trois tombés dans cet étrange sous-sol. Vous avez exploré, vous avez trouvé un lieu de résidence temporaire, dirons-nous, abandonné depuis plusieurs dizaines d'années. Un escalier écroulé. Et ce couloir rempli de fresques étranges amenant peu à peu vers une grande pièce où une immense porte a comme explosé avec même un cadavre. Et vous êtes passé au-delà. Vous êtes entré dans l'obscurité et vous êtes arrivé à un croisement. Chacun prenant un des couloirs du croisement. À gauche, tout droit et à droite. Mais vous vous êtes retrouvés au point de départ. Et à ce moment-là, face à vous, vous pouvez voir quelque chose de très particulier. Une croix noire à l'envers. Dessus, des aiguilles, des morceaux de métal et elle est face à vous. Vous ne l'aviez pas vue avant. Elle est vraiment au milieu de ce croisement. Elle émane l'obscurité qui vous entoure. Elle émane ce côté pesant que vous aviez. Même respirer devient maintenant un effort. Je sais ce que ça représente justement cette croix du coup à l'envers dans l'iconographie. L'iconographie classique, évidemment, on peut parler directement de l'inverse de la croix chrétienne. Maintenant, ça n'est pas obligatoire. Il y a des saints dont la croix correspond à une croix à l'envers. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose lié au satanisme ou à quelque chose comme ça. Mais voilà, l'idéologie de base est quelque chose, en tout cas pour toi, et c'est très fort pour toi, c'est quelque chose dans lequel tu as été éduqué, littéralement. Est-ce que la couleur noire, on va dire, a une résonance particulière ? La couleur noire sur cette croix ne l'a fait rendre plus visible et fait clairement écho à l'obscurité qui vous entoure. Je cherche dans ma poche. Oui. Et je regarde si je peux trouver quelque chose à ce sujet. Très bien. C'est quoi là ton carnet là ? Ça fait plusieurs fois que je te vois regarder ça là. Et ça t'intéresse maintenant ? Non, c'est pas ça, c'est juste que comme d'habitude j'ai l'impression que t'as une longueur d'avance sur moi en fait et ça me plaît pas forcément. Bah c'est vous qui êtes partis les gars. Non, joue pas au plus malin. Je t'ai vu tout à l'heure avec la pierre, la porte, là t'as regardé, tu savais ce que tu allais trouver on dirait, donc bah là je veux juste que tu nous expliques un peu en fait. Bah c'est bien de t'intéresser. C'est mieux vaut maintenant que plus tard, hein, D'accord ? Non mais viens voir. François, est-ce que tu regardes avec eux ? Du coup je leur montre. Je leur montre en gros depuis le début et je leur fais un résumé. Il vous passe en revue en fait un petit carnet de notes qui est en très mauvais état. Il est lisible parce que l'écriture est très soignée, mais l'état est vraiment catastrophique. L'écriture est au-delà de soignée, pour être franc. Elle est presque, on dirait de la calligraphie. Et il vous explique que ça semble être écrit
par un prêtre, un moine ou je ne sais quoi. Il n'a pas, en tout cas, Frédéric n'a pas le bagage, on va dire, culturel catholique. Et cela parle de l'exploration de ce souterrain. Ça parle d'autres personnes, ça parle d'exorcisme, ça parle du diable, du mal. Ça parle de la porte, de comment ouvrir la porte. Tu l'as depuis quand ce livre? Depuis que vous êtes parti, vous m'avez laissé tout seul derrière. Tu l'as trouvé où? Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé parmi les affaires, le campement que j'ai trouvé. Il y avait aussi un chapelet et une croix. Je continue moi à regarder du coup. Tu regardes quoi? La croix, tout ça, essayer de voir. D'accord. Ce qu'il y a autour peut-être. François? Les trois chemins sont... chemins sont toujours là. J'avance de quelques pas vers le milieu. Très bien. Tu approches de cette croix. Elle te fait peur. Quelque chose à l'intérieur de toi, peut-être ton éducation, peut-être ce que t'a inculqué ta mère, ton père, ton éducation chrétienne. Tu sais ce que ça représente. Et en la regardant, tu te rends compte que t'as l'impression que des détails, une texture, quelque chose a changé entre le moment où tu l'as vue pour la première fois et maintenant. Cette croix résonne avec tes regrets, avec tes manquements, avec tes erreurs. Tu peux voir que le fil du barbelé ressemble au tube des perfusions. Tu peux voir que la texture noire reprend les motifs de la pièce où ta mère est actuellement dans un coma artificiel attendant la mort. Tu peux voir la surface lisse du téléphone noir une fois que tu as eu raccroché lors de ce dernier appel. Tu te perds quelques instants en regardant le miroir de tes regrets. Est-ce que tu fais quelque chose ? Je regarde après quelques instants de nouveau. C'est toujours là. C'est toujours là. Je ressens quelque chose venant encore de cet endroit à Tu gauche. as toujours cette impression. Maintenant, c'est une impression. Tu ne le ressens plus. C'est passé ce moment. Mais tu te rappelles de ce que tu as ressenti venant de la gauche. Je pose la main sur la croix. C'est froid. Et tu as une vague de mélancolie, de chagrin qui t'habite. Je vais à gauche. Très bien. Tu regardes donc, encore une fois, ce carnet. Est-ce que tu cherches quelque chose par rapport à la croix ? Bah oui, du coup, même s'il y aura un dessin, tu sais quoi, Ouais, n'importe quoi qui pourrait me permettre de... Tu vois que ce carnet s'arrête avant qu'ils aient pu rentrer. Il n'y a pas de solution. Il parle effectivement qu'il manque quelque chose. Il parle d'artefacts. Il parle de doutes qu'il a. Il parle de choses comme ça. Ça devient un peu plus personnel. Et d'ailleurs, tu remarques que l'écriture est très soignée au début. Beaucoup moins vers la fin. Tu peux voir qu'il parle, notamment, si tu cherches par rapport au mot noir, au mot malédiction, des choses comme ça, tu peux voir que il parle
clairement d'un exorcisme et du fait que ce lieu serait lié à cela. Il parle d'un petit garçon. Ok, et sur les notes personnelles, ça parle de quoi? Note personnelle, ça parle de doute, ça parle de questionnement par rapport à tout ça. Et clairement, tu peux voir que l'avis, en tout cas, sur cette mission et sur les personnes avec qui il est, semble vriller et tendre vers le doute. D'ailleurs, c'est ça qu'il remet en question. Il parle de sa foi personnelle et il a peur de presque perdre la foi. Je vais me recentrer parce que là, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, je vais repartir sur la recherche dans le bouquin, sur ce qui pourrait concerner l'objet de leur recherche et des miennes aussi. D'accord. Il parle effectivement d'artefacts, mais quand il parle d'artefacts, il parle de quelque chose de manquant, pas de quelque chose qu'ils ont. De ce que tu comprends, en tout cas. Ok. Du coup, il y a François qui est parti vers l'avant. Ouais. Du coup, je vais... Joseph est en train de toucher la croix. D'accord. Il peut se blesser avec ça. Bah clairement. oui, il y a des seringues sur cette croix. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est des seringues modernes. C'est, tu sais, le genre de seringue que les junkies utilisent. Il y a aussi sur cette croix des menottes. Il y a aussi les reflets chromés de cette arme qui a été utilisée pour tirer une balle dans la tête du dealer. Et je vais... Tout ça combiné, ça fait coïncidence, ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression que je vais juste, tu sais, genre donner un coup de manière à dégager des seringues ou un truc comme ça. D'accord. Devant lui, hein, il le verra. Donc, Très bien. Tu le vois taper à travers toutes ces choses qui habitent cette croix. Et ça te sort vraiment de... Et il est à côté de toi, il est énervé. Il irradie de la colère. Je fais un pas en arrière. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Beaucoup de choses désagréables. Le fait que je devrais pas être ici et que je devrais être auprès de quelqu'un d'autre, par exemple. Et je pense que c'est déjà pas mal, ouais. C'est ça. Ouais. Moi, ça m'évoque la mort. Pourquoi est-ce que tu... Enfin... Pourquoi t'as fait tout ça, en fait ? Parce que... je parle que pour moi, d'accord ? Là, ça va être vraiment... J'avais conscience des risques et il peut très bien dire ce qu'il veut, François. Il connaît pas ces gars-là. Il sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Et... ils ont abattu un mec devant moi, exécuté, juste le jour où je t'ai appelé. En même temps que, forcément, m'avoir menacé moi, d'avoir menacé François, et aussi de t'avoir menacé également, à travers l'exposition de ces photos. Putain, mais Fred, mais qu'est-ce que tu fais avec des gens pareils ? Putain, je sais pas. Ça devait être un dernier coup. Refourguer tout ce qui nous restait et c'était fini. Maintenant, le problème c'est que ça faisait un moment qu'ils m'avaient dans le collimateur et maintenant j'ai une dette envers eux. Et ma dette, c'est ça. C'est de leur ramener le truc qu'ils cherchent ici. Et il n'y a pas d'option. C'est ça ou la mort.
Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien en fait. Non, mais je suis bien d'accord. Putain, mais c'était simple avant. Je sais pas, c'était plus simple avant. T'as eu cette mauvaise page, je croyais que c'était fini. Je crois que t'avais le sport, ton projet. Pourquoi est-ce que t'as été te refoutre dans cette merde pareil, quoi? Ça a été compliqué de passer à autre chose après que Camille soit décédée. Là, en fait, si tu veux juste... tu nous fous dans la merde. T'en as eu juste absolument rien à foutre des conséquences et juste... Je sais pas, voilà... j'ai rien à faire ici, en fait, moi. Tu m'as putain d'utilisé. Là, je devrais être auprès de ma mère qui va bientôt mourir. Et... Écoute, Joseph... Et tu t'en branles, quoi. Écoute... On va se casser d'ici. Après, tu vis ta vie, tu me laisses. Je n'irai jamais ma part de responsabilité là-dedans, d'accord? Maintenant, je me permets de te rappeler le contexte, qui est que le gars a exécuté quelqu'un devant moi, j'avais un flingue sur la tempe et il m'a montré des photos de toi. Si j'avais dit non, il serait venu te tuer aussi, d'accord? Garde ça quand même à l'esprit. Merci. Donc c'était soit on faisait ça, soit on mourrait tous les trois. Qu'est-ce que tu veux que... Je veux dire, tu pourrais encore en train de dire n'importe quoi, ou enfin j'en sais rien. Eh ben, pose la question à François. Si tu veux pas m'écouter, si tu me crois pas, pose la question à lui, il était là. François, j'ai pas l'impression que ce soit non plus le plus équilibré de nous trois, donc... Non, mais il était là. Si tu ne me crois pas, bah... j'essaierai pas de te convaincre davantage. Le fait est que maintenant on est là et qu'il faut qu'on sorte de cette merde. Alors si on peut sortir de là avec ce que je recherche, ce serait quand même mieux. Niveau santé et bien-être, tu vois. Vous allez vers François. Il allait tout droit. J'ai... Juste avant qu'il ait ça, là, moi j'avais entendu... Ben, son agonie dans cette direction. Son agonie. À qui? À Camille? Ouais. On est tous un petit peu, je pense... Enfin, on va remettre dans le contexte. On s'est fait tirer dessus par un mec il y a quelques heures. C'est la nuit. Je me souviens qu'on n'a pas forcément peut-être bu aussi depuis un petit moment. Ouais, mais... c'est juste que j'aimerais bien... Écoute, vas-y, hein. Tu le suis ou pas? Ou tu vas vers François? Non, moi je vais à gauche. D'accord. Tu avances. À l'intérieur de ce couloir sombre. Et tu cherches à l'intérieur de toi. Pourquoi tu es aussi attiré par quelque chose qui n'évoque en toi que des choses négatives? Que ce soit simplement l'ambiance du lieu, les choses que tu as vues sur cette croix, les choses que tu as entendues dans ce couloir, mais tu avances. Alors que tu avances, tu sembles voir devant toi quelque chose au sol, un peu plus loin. Tu éclaires avec ta lampe, c'est difficile de voir, mais ça semble bouger. Ça fait entre 1 et 2 mètres. Je me rapproche. Ça semble être une silhouette vaguement humaine. La texture n'est pas celle d'un corps humain. Elle est veineuse. Elle semble presque écorchée. La lumière de ta lampe se reflète dessus, comme si elle était visqueuse ou humide, et elle tressaute, retourne ce qui semble être sa tête vers toi et commence à ramper
avec difficulté sur des sortes de bras, avançant très lentement et émettant un geignement. Ce geignement, tu l'as entendu la fois où tu es sorti de la voiture et que tu es décuvé en un instant. Ses jambes ne sont qu'une bouillie de chair et de métal. Elle traîne très difficilement son corps absurde sur le sol. Et elle se dirige très lentement vers toi en geignant. Tu es effrayé, tu restes bouche bée face à cette vision d'horreur, tu penses même ne pas y croire, en fait, ne pas comprendre ce qui se passe entre ce qui vient de se passer, l'air, l'ambiance générale, ça s'enchaîne tellement vite, ton esprit n'a pas le temps d'enregistrer, mais la seule chose qui ressort, c'est que ton instinct de survie t'hurle de fuir à ce moment précis. Mais en même temps, tu ressens au fond de toi une attirance morbide vers cette chose pathétique qui se traîne vers toi en geignant. J'essaie de lui tendre une main. Elle avance très lentement et elle gigote encore comme si elle était surexcitée. Et sa main, encore une fois, le mot main est un peu trop généreux, se tend vers la tienne. Avec hésitation, avec tremblement. Son visage n'est pas du tout un visage, mais ressemble à une sorte de trou dans lequel il n'y a que de l'obscurité. Et il semble s'ouvrir et se refermer comme s'il respirait. Tu entends le geignement sortir de ce trou et tu sens cette odeur immonde que tu n'arrives pas à identifier. Pire que l'odeur d'un cadavre, ça te donne presque instantanément envie de vomir et donc tu as la main tendue vers cette chose qui va, dans quelques instants, saisir ta main de ces moignons difformes. Je continue de la fixer et je continue à vouloir le contact. Très bien. Elle saisit ta main, presque comme une caresse. Le contact est froid, humide, franchement désagréable, mais ferme. Et il est de plus en plus ferme. Tu te rends compte que tu perds presque l'équilibre. Tu dois te rattraper car elle t'attire lentement, mais sûrement vers cette tête qui est maintenant de plus en plus grande et de plus en plus ouverte. Dans ce trou béant, tu ne ressens que de la mélancolie, du regret. Et tu entends de moins en moins ton instinct de survie. De plus en plus, presque cette excitation de plonger dans les regrets, dans ces erreurs de ton passé, dans la douleur et la souffrance. Car tu es coupable. Tu mérites de souffrir. Tu as fait des erreurs. Il est temps, aujourd'hui, maintenant, de payer pour tout ça. L'obscurité t'envahit et t'habite. Tu ne disparais pas. Au contraire, tu restes ici pour d'autres qui méritent, eux aussi,
de souffrir. Tu avances dans ce couloir à la recherche étrange de ce son, ce gargouillis immonde. Tu ne le cherches pas tant qu'il te rappelle un souvenir, mais parce qu'il commence à t'obséder. Le couloir continue pendant un petit temps et ta lumière éclaire ce qui semble être quelque chose, quelqu'un allongé au sol. C'est difficile de voir une silhouette vaguement humaine. Je mets plus fort, je mets à fond ma lampe. Alors que tu l'éclaires plus, elle tressaute, tremble. Ce tremblement, tu l'as déjà vu. La chose, car pour toi, elle n'a rien d'humain, semble retourner ses bras, mais ses coudes semblent s'inverser et se reposer sur le sol. Ce que tu pensais être son dos semble être son ventre et vice-versa. Et elle s'arque sur ses membres, qui, en lieu et place d'avant-bras et de mains, semblent avoir des seringues. Le bruit de métal, légèrement rouillé, racle sur le sol. Et, avec grande difficulté, les membres tremblants, les articulations blanchies, la chose avance. Sa peau est pourpre, comme irritée. Tu peux voir et sentir qu'elle semble couverte de vomi ou de glaire, tu ne sais pas. Elle t'inspire un dégoût abyssal. Et elle te rappelle toutes les souffrances que tu as infligées à Camille. Car, pour toi, même si tu le mets de côté dans ta vie, tu es responsable. Cette chose avance avec grande difficulté vers toi. Et si elle appelle en toi de la détresse et de la peur, une petite voix à l'intérieur de ta tête t'implore d'aller vers elle, d'essayer de t'absoudre de tes péchés. Je le sens et je sens que je vais dégueuler, je tourne de l'œil, je m'appuie contre le mur, je fais un mouvement de recul pour partir dans l'autre direction et pas regarder ce truc-là. Dans la manœuvre, je tombe et tout, mais je repars à limite à 4 pattes, je cours vers la croix. Tu fais tout ça. Pendant ce temps-là, tu entends les pics, 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 des morceaux de métal qui raclent. Tu cours, tu te bouches les oreilles, t'avances. Tu titubes et tu arrives de nouveau à la croix. Tu avances dans ce couloir sombre et tu te rends compte que ce couloir t'évoque les mêmes émotions qu'un autre couloir. Un couloir qui, au lieu d'être sombre et obscur, est clair et éclairé par des néons. Là où, normalement, tu vois la chambre d'hôpital, tu vois ce qui semble être un lit avec des tubes semblant aller dans des perfusions. C'est dans l'obscurité au bout du couloir. Tu entends le son des machines
que tu reconnais et a presque l'habitude, le rythme de ces machines, que ce soit le soufflement d'un respirateur ou le bip un peu strident d'un électrocardiogramme. Mais ce n'est pas un lit. Ce ne sont pas des tubes. C'est organique. Ce ne sont pas des pieds de lit en métal. Ce sont des os, des ongles qui sont reliés à une masse de chair informe, servant à l'image du matelas. Dessus, une sorte d'organe, dirons-nous, palpitant, qui serait la forme qu'aurait ta mère, et les tubes sont des sortes de veines reliées à d'autres sacs de chair au bout, de longues tiges de métal rouillé. Cette chose avance très lentement, avec des petits tressautements à chaque pas sur ses 4 pieds. J'atteins ma ceinture et j'essaye de... Tu prépares tant bien que mal cette arme de fortune, ce couteau un peu ridicule dans cette situation dramatique. En sortant ce couteau, tu es pris immédiatement de culpabilité, car tu sais que un jour, loin de cette grotte, de cette cave, tu sais qu'un jour, tu auras à prendre aussi ce couteau, métaphorique bien évidemment, et de faire le choix de débrancher cette machine qui garde ta mère en vie. Or, maintenant, le couteau tu l'as bel et bien en main, et face à toi, tu as l'image de ce choix. Tu vois l'horreur devant toi. Mais à l'intérieur de toi, tu ne ressens que de la pitié et de la souffrance. Car tu sais que tu es responsable, d'une certaine manière, de cette situation. Tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu être là. Tu n'as pas été là. Quand peut-être elle a passé ses derniers instants conscients. Alors oui, tu brandis ce couteau, mais derrière il n'y a pas beaucoup d'envie. La chose continue d'avancer de manière pitoyable vers toi. Tu entends ton couteau tomber au sol. Puis, le bruit continue, des petits claquements, des ongles et os qui raclent le sol pour avancer très lentement vers toi. Je tente de faire un pas en avant avec mes forces. Tu avances vers cette chose ignoble, mais qui ne fait que représenter ton ignominie. Elle semble tendre quelque chose vers toi, un bras, une main, quelque chose. La chose te saisit. Au début, frêle,
délicate. Mais tu te rends compte que tu ne peux pas retirer ta main. Un trou béant commence à se former sur cette chose. Au fond de ce trou, ta culpabilité, tes erreurs, tes choix passés qui ont amené à ton présent rempli de souffrance. J'essaie de tirer le... Tu sens que si tu continues de tirer, ta chair cédera. C'est un véritable étau organique qui te maintient et t'attire, lentement mais sûrement, vers ce néant. Je ferme les yeux. Tu fermes les yeux, mais cela ne t'empêche pas de ressentir, de comprendre. Il est temps, pour toi, Joseph, de faire face à toutes tes erreurs, à toute la souffrance que tu as infligée au long de ta vie. Car peut-être que tu arriveras un jour à t'absoudre de tous tes péchés. Et ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu disparais et tu deviens un outil pour que d'autres personnes soient mises face à leurs erreurs et à leurs souffrances. Tu cours. Tu es déjà rendu, mais tu rends encore une fois. C'est de la bile qui sort de toi. Et ça y est, tu es face à cette croix. Cette croix qui a presque doublé de volume. En tout cas, c'est l'impression qu'elle te donne. Elle semble peser sur toi. L'ambiance semble peser sur toi. Les quelques mètres que tu as fait en courant semblent être un véritable marathon que tu as parcouru. Tu es au bout de tes forces. Au loin, au bout des autres couloirs, tu entends des sons innommables. Des choses qui t'inspirent une peur abominable. Tu sais qu'au fond de ces couloirs, seule la mort réside. Mais, au fond de toi, une petite voix infime te dit de revenir sur tes pas et de faire face à tes erreurs passées. Cette petite voix est de plus en plus petite face à ton désir de fuir ce cauchemar. Je sais que j'ai aucun échappatoire. Et je l'entends encore. Tu entends des cliquetis lointains dans le couloir. Je pense que je vais juste tomber à genoux dans un coin de cette pièce et juste garder comme ça et bouger les oreilles et attendre là un moment. Tu te bouches les oreilles, ce qui ne laisse que plus de place à cette voix au fond de toi et qui te remet face à tes erreurs passées, qui te dit de faire le bon choix, de progresser, d'aller vers l'avant et de revenir sur tes pas pour faire face. J'ai pas le courage d'affronter mes démons. Je vais essayer de repartir en arrière, essayer de trouver une solution et quitte à escalader ou quoi. Je pense que j'ai un dernier souffle de vie qui me maintient la force de vouloir m'échapper. Tu cours. Alors que tu quittes ce lieu d'obscurité totale, tu as l'impression de regagner du souffle, de regagner de la vie. Tu sors de cette obscurité poisseuse et tu arrives dans le couloir rempli de fresques. Tu vois les pierres au sol de la porte. Tu sembles respirer de nouveau l'air frais, même si tu es
je ne sais pas, 10 mètres sous terre. Tu continues. Tu arrives dans cette pièce où il y a les éboulis de l'escalier, la pièce de vie, et donc l'endroit d'où tu viens. Au plafond, tu vois ce puits. Du coup, je regarde s'il n'y a pas moyen d'empiler des trucs pour essayer de m'agripper à quelque chose ou... Tu essayes, tant bien que mal, d'accumuler les objets. Tu montes, tu refais, tu t'écroules par terre. Tu refais. Et ça, tu ne sais pas combien ça dure, mais c'est un point où tu n'arrives plus à soulever des objets. Tu es à bout de souffle. Tu es épuisé. Tes mains sont endolories. Tes articulations te font mal. Tu as mal au dos. Tu as soif. Tes lèvres sont sèches. Tu pleures sans en même t'en rendre vraiment compte. Tu as des larmes qui coulent. Et tu ne sais pas quoi faire. La petite voix n'est plus là. Je me dis que à un moment, elle finira par passer cette porte et venir. Et j'ai pas le courage d'y faire face. Je veux pas être confronté à ça et j'ai aucune autre échappatoire. Mais je viens d'un milieu où ces choses-là sont fréquentes et je pense que j'ai atteint ce niveau de désespoir. Alors en regardant ce que j'ai sur moi, C'est ton laserman. et une bonne façon de l'utiliser me vient. Et en regardant en direction de là d'où pourrait venir cette créature, je décide d'en terminer avec tout ça et de toute façon c'est comme ça que j'aurais fini, alors Autant prendre de l'avance. du coup Très bien. Tu t'ouvres sans hésitation les veines. Peu à peu, le froid ne fait qu'augmenter. Ta vue se trouble. Il n'y a pas l'éclictie. Tu n'as qu'une dernière pensée avant de partir. C'est que tu ne souffriras plus. Vous avez été tous les trois les victimes innocentes ? Je ne sais pas. Mais d'un mal bien plus grand, dont l'origine sera dévoilée par cette campagne qui ne fait que commencer. La prochaine fois, nous suivrons une autre histoire, parfaitement liée à celle-ci, qui vous apprendra un petit peu plus sur cette croix, ce lieu, et la ville de Bray-la-Chapelle. À la prochaine fois pour la suite de cette campagne de jeu de rôle. Merci beaucoup, tous les trois. Malheureusement, je précise que les joueurs non plus ne savent pas ce qui se passe après au moment où on tourne. Sachez qu'on tourne quand même, je le dis, toute fin juillet, on doit être le 28 aujourd'hui. 2021. 2021. Au C'est cas vrai que où. oui, au cas où. 2021. Je précise que les épisodes suivants seront tournés dans les mois qui viennent. Donc, il va se passer des mois avant que les joueurs sachent, même plus que des mois. À mon avis, il va se passer au moins 6 à 9 mois avant que les joueurs sachent la conclusion de cette campagne. Donc, sachez que on est tous à la même enseigne. Enfin, sauf moi, parce que je sais ce que c'est à la fin. Merci beaucoup à vous trois. Et ciao! Salut, c'est le Maxime du futur. Avant même que je vous dise quoi que ce soit, voici un extrait de la prochaine saison et donc de la suite de la campagne. T'as entendu un petit peu de ramdam dehors et puis tu entends la porte qui se claque et tu vois du coup Monseigneur Dumont arriver, l'air un petit peu agacé, très nettement. Et oui, cette deuxième saison se passe dans les années 70 et va suivre des prêtres et on va découvrir ce qui s'est passé il y a 50 ans de ça, avant que nos urbexeurs n'y perdent la vie. Donc, si vous voulez avoir accès directement à cette saison-là tout de suite, vous pouvez l'avoir en allant sur Tipeee et en tipant. Ça nous soutiendra déjà, mais surtout, vous aurez directement cette saison en entier. C'est quand même pas mal. Je vous rappelle aussi que ça permet à la saison et aux saisons d'exister. Pour nous, ça nous permet de tester plein de choses, comme on vous l'a dit déjà avant, mais voilà, là, c'est des saisons qui ont été tournées il y a 1 an. Et ça, c'est grâce à votre support qu'on peut prendre comme ça des choses et prendre le temps de le faire.
Cette série a été très longue à tourner. On l'a commencé donc en juillet 2021 et on l'a terminé en mars, j'allais dire. En mars 2022. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc je tiens encore une fois à remercier toutes les tipeuses et tous les tipeurs, parce que sans vous, je sais pas ce qu'on ferait, mais en tout cas on ferait pas tout ça. Donc c'est grâce à vous, vraiment, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes celles et ceux qui commentent, qui partagent à vos proches, etc. Petit à petit, on se fait une place sur internet et c'est grâce à vous. Donc vraiment, du fond du cœur et de la part de toute l'équipe, j'en suis certain, merci beaucoup à vous. On se dit à la prochaine, bisous bisous, bisous partout.